Bonjour à vous, on va parler dans cette vidéo de la mécanique ventilatoire comme un premier cours de la partie de l'appareil de respiration dans l'unité cardiovasculaire. Dans ce cours, on va voir des notions essentielles ce qui concerne la ventilation. Ce sont des expressions ou des notions de base. Dans la prochaine vidéo, on va voir la physique de la mécanique ventilatoire et sur le reste, on va parler de tous les mécanismes de la ventilation. Alors, lorsqu'on dit mécanique ventilatoire, mécanique, c'est-à-dire tout ce qui est mouvement, tout ce qui est situation statique. Alors, c'est les variations ou c'est l'étude de l'équilibre statique et des mouvements. De quoi? De la cage thoracique. Pourquoi il y a ces mouvements? Parce qu'il y a des forces. Quelle est l'origine de ces forces? C'est les muscles respiratoires. Alors, c'est l'étude de l'équilibre statique et des mouvements de la cage thoracique exercée par les muscles respiratoires qui donnent des forces qui vont mobiliser cette cage thoracique. Alors, la respiration, dans ce deuxième titre, l'introduction à la physiologie respiratoire. Enfin, la respiration formée de deux processus. Ces deux processus sont complémentaires. Alors, il y a la respiration externe, c'est la respiration qu'on observe chez les individus, c'est-à-dire c'est l'absorption du gaz, c'est-à-dire l'oxygène et le rejet de CO2. Et il y a une autre respiration qui se déroule à l'échelle cellulaire, ce sont les échanges gazeux au niveau de la cellule et les liquides qui les entourent. Alors, au repos, un adulte normal, a un rythme respiratoire de 12 à 16 cycles par minute. Alors, il y a un débit d'air ventilé. C'est quoi le débit d'air? C'est-à-dire le volume de l'air mobilisé par unité de temps. Alors, il est de 6 à 8 litres par minute. C'est-à-dire, chaque minute, on fait mobiliser, on inspire et on expire 6 à 8 litres d'air. Maintenant, les données anatomiques, c'est très important de connaître que la cage thoracique est formée par une charpente osseuse, musculaire, aponeurotique, qui contient à l'intérieur l'organe de respiration majeur qui est le poumon. Le poumon est entouré par une enveloppe qui va protéger son contenu. Alors, sur ce schéma-là, on peut voir les poumons. Vous voyez la situation anatomique des poumons. Vous voyez ici. Alors, le poumon est un organe médiastinal, enfin, qui se localise à la partie du médiastin antérieur et moyen. Alors, il se localise à la partie supérieure de la cage thoracique, limité au nez, enfin, par le cou. Alors, c'est un orifice ouvert au nez et un orifice fermé en bas par le diaphragme. Alors, le diaphragme sépare le poumon de l'abdomen. Alors maintenant, ce poumon-là est relié avec des voies de respiration. Ces voies de respiratoires sont très importantes, hein, parce que enfin, c'est ces voies de respiration qui permettent l'arrivée de l'air de l'extérieur jusqu'au niveau du poumon et le gonflement de ces poumons-là. Alors, cette structure pulmonaire, elle va être complétée à l'échelle cellulaire, à l'échelle histologique, c'est-à-dire plus profond, par une autre structure qu'on va voir par la suite. Et il faut noter une chose très importante et très importante dans la mécanique ventilatoire, ce sont les plèvres. Alors, les plèvres, ce sont les enveloppes. Il y a deux feuillets qui vont entourer le poumon et qui permet de, enfin, une fois protégé. Deuxième élément, c'est la respiration. Si il y a par exemple une lésion, un épanchement dans ces plèvres-là, il y a des variations de facteurs et de déterminants physiques, ce qui va alors perturber la mécanique respiratoire ou la respiration. Bon, ça, ce qu'on dit dans le rapport anatomique. Alors, ils ont dit que la plèvre est formée de deux feuillets, enfin un feuillet interne viscéral rattaché à la surface pulmonaire, le feuillet externe qui est pariétal, qui tapisse la face interne de la cage thoracique. Les deux sont séparés par un liquide. Alors, un liquide qui sépare les deux feuillets, enfin, c'est un espace virtuel, hein.
Alors, la paroi thoracique, ce sont des rapports anatomiques, on va voir dans l'anatomie. Alors, elle est fermée en les poumons, enfin la cage thoracique, hein. Elle est composée par le sternum en avant et la colonne vertébrale en arrière, ces deux reliés par les côtes. Tout ça entre en rapport avec les poumons, avec les articulations qui vont permettre la modification de l'amplitude et de volume de cette cage thoracique. Bon, les muscles respiratoires, c'est très important de parler parce que, enfin, ce sont des muscles qui vont enfin permettre la respiration. Alors, ils sont disposés de manière à ce que leur contraction mobilise la cage thoracique et fait varier le volume pulmonaire, c'est-à-dire les muscles respiratoires ne sont pas ici pour rien, mais sa contraction, il va entraîner une modification de volume pulmonaire. Bon, les voies respiratoires, c'est quoi? Ce sont un ensemble des conduits et des cavités qui permet à l'air de traverser, de gagner en fait les poumons. Alors, elles sont formées par les fosses nasales, c'est l'ouverture des nez. Les fosses nasales, enfin, c'est pas l'ouverture du nez, mais c'est tout ce qui est au niveau du crâne, au niveau osseux. Alors, normalement, elle va commencer par les narines et elle va arriver au niveau des fosses nasales, elle va arriver au niveau du pharynx, oui, qui fait partie de l'appareil respiratoire, euh, alors indirectement, et le larynx. Et bien sûr, le larynx, elle va se terminer par la trachée, qui se termine par les branches. Ces branches, elles vont se ramifier jusqu'au niveau du poumon. Elles vont donner des branchioles. Ces branchioles vont se radiviser jusqu'à donner les branchioles terminales. Pardon, les branchioles, oui, ils vont donner les branchioles terminales. Avant les branchioles terminales, il y a les branchioles intralobulaires, c'est-à-dire à l'intérieur du lobule. C'est quoi le lobule? C'est l'unité fonctionnelle du poumon, ce qu'on va voir ici. Enfin, le lobule, c'est l'unité fonctionnelle du poumon. Toute cette structure-là, cet ensemble-là, ce bouquet, c'est un lobule. Alors, il est formé par un ensemble des petites structures, vous voyez, c'est comme des grappes de raisin, ce sont des alvéoles. Alors, ça, ce qu'on voit ici, c'est ce conduit-là, c'est un conduit intralobulaire. Il va pénétrer à l'intérieur de cette lobule. Et il y a des petites branches qui sont les branchioles terminales qui vont se terminer au niveau des alvéoles. Et c'est au niveau de l'alvéole qui se fait l'échange gazeux. Bon, ces voies respiratoires, elles ne sont pas seulement des voies physiques, mais encore, elles ont des autres rôles. Elles sont très vascularisées, qui permet le réchauffement de l'air et son humidification. Et encore, elles permettent la sécrétion qui va retirer les poussières et permet de purifier l'air inspiré. Il y a encore des terminaisons nerveuses qui sont nerveuses très riches à ce niveau-là, ce qui permet de donner des réflexes suite à une stimulation enfin, par exemple le toux, les éternuements ou l'apnée. Maintenant, les poumons, ce sont deux sacs membraneux élastiques. C'est très important de connaître qu'elles sont très élastiques, qui permet enfin de modifier son volume. Elles sont localisées au niveau de la cage thoracique. Son unité, on a déjà parlé, fonctionnelle, c'est le lobule. Chaque lobule est formé par un ensemble des alvéoles. Chaque alvéole dépend d'une branche terminale. Chaque lobule dépend d'une branche intralobulaire. Et ça, il y a dans chaque poumon un nombre approximatif de 300 à 400 millions d'alvéoles. Et bien sûr, ces alvéoles sont très, très, très richement vascularisées. Très, très richement vascularisées. Pourquoi? Parce qu'il faut que le sang être en contact avec l'alvéole pour permettre l'échange gazeux, c'est-à-dire le rejet de CO2 et l'absorption de l'oxygène. Et ça, c'est très important. Du fait, les capillaires, ils vont réaliser presque la même surface que l'alvéole. Alors, le contact entre l'alvéole et le capillaire sanguin n'est pas vraiment, c'est-à-dire un contact direct, mais il y a un film liquidien. Il s'agit du surfactant. On va parler de toutes les propriétés de ce dernier. Alors, on va terminer par les muscles respiratoires. Il faut savoir que les muscles respiratoires se caractérisent par un nombre de caractéristiques qu'il faut apprendre. Elles sont tous sous la dépendance des centres respiratoires du tronc cérébral. Alors, il y a dans le tronc cérébral des centres qui vont alors déterminer la respiration selon les facteurs externes, selon les facteurs internes. Toujours, il y a une régulation, on va prochainement parler, de la contraction de ces muscles-là, ce qui permet alors de réguler la respiration. Deuxième élément,
alors qu'elles n'ont pas seulement une fonction de respiration, mais elles ont des autres fonctions. Par exemple, elle intervient dans le chou, dans le chant, le tout, les efforts expulsifs, etc. Et même le tonus de la posture, même tels que les muscles intercostaux, on va parler par la suite. Les différentes postures, elles vont imposer des contraintes sur ces muscles-là. C'est-à-dire, si tu vas modifier ton position, le sommeil avec l'éveil, la marche, le sport n'ont pas les mêmes alors, effets sur ces muscles respiratoires. C'est-à-dire, tout changement de posture, il va impliquer un changement de la position musculaire. Et on a que la contraction, elle va faire varier, on va répéter cette phrase, que toute modification, toute contraction d'un muscle respiratoire ou un relâchement, il va modifier le volume de la cage thoracique, alors il va modifier la pression, alors il va modifier le débit de la respiration. Ces quatre caractéristiques, régulées par le centre respiratoire, c'est-à-dire centre nerveux, ils vont intervenir dans des autres fonctions. Les autres postures influencent la position ou la fonction du muscle respiratoire et toute modification ou toute contraction de ce muscle donne une modification ou un effet sur la respiration. Quels sont les muscles impliqués? Il y a des muscles impliqués dans l'inspiration comme il y a des muscles impliqués dans l'expiration. C'est-à-dire, lorsqu'on dit impliqué dans l'inspiration, c'est-à-dire lorsqu'il se contracte, il va permettre l'entrée de l'air dans le poumon. Et lorsqu'on dit de l'expiration, lorsqu'il se contracte, entraîne la sortie de l'air. Le premier, c'est le muscle majeur de l'inspiration. On va commencer par les muscles inspiratoires. Alors, c'est le diaphragme. C'est le majeur muscle inspiratoire. Alors, il se localise, on a déjà parlé de sa situation au-dessous du poumon. Et il va faire séparer l'abdomen de la cage thoracique. Il est énervé par le nerf phrénique. La contraction de ce muscle, il va entraîner un mouvement de piston, c'est-à-dire la modification d'un axe vertical du corps. Le diaphragme, il va descendre, c'est-à-dire il va faire augmenter la cage thoracique, la pression dans la cage, pardon, il va diminuer la pression dans la cage thoracique, il va augmenter le volume dans cette cage. C'est pour ça qu'on va parler que la pression pleurale est diminue et la pression abdominale qui s'élève parce que comme si le diaphragme, il va s'appliquer sur l'abdomen. Alors, il va entraîner encore une double expansion sagittale et transversale de la cage costale. C'est-à-dire, il y a un élargissement dans deux plans, vertical et même horizontal. Deuxième muscle inspiratoire, ce sont les intercostaux externes qui se situent entre les côtes, mais de situation plus externe. Alors, la contraction, elle va élever les côtes, ce qui permet l'augmentation du diamètre. C'est-à-dire tous les muscles inspiratoires entraînent une augmentation du diamètre, c'est-à-dire du volume, alors une diminution de pression. Ça, c'est logique. Alors, il y a des autres muscles inspiratoires accessoires. Alors, ce sont les plus importants. Le plus important, c'est le scalène et le sternocleidomastoïdien. Ce sont des muscles, c'est-à-dire on peut les laisser céphalogires, qui se localisent dans le cou. On a encore les muscles pectoraux qui peuvent interagir lors de l'inspiration. Mais il faut connaître et il faut apprendre que les muscles inspiratoires accessoires interviennent dans des débits de respiration très élevés, plus de 50 litres. On a déjà parlé de 6 à 8 litres normal dans l'état normal, mais dans 50 litres par minute, il y a l'intervention de ces muscles accessoires. On a encore des muscles de l'expiration. Et alors, on va dire que l'expiration, c'est un phénomène passif. C'est-à-dire que lors de la désactivation de l'inspiration, il y a l'expiration. Ça, c'est ce qu'on détermine un phénomène passif. Alors, la cage thoracique retrouve sa position initiale du fait de l'énergie potentielle mise en réserve grâce à l'élasticité thoracique. C'est-à-dire, il y a cette force élastique. Alors, il y a un élargissement. Alors, lors de le relâchement, puisqu'il y a cette élasticité, le thorax se contracte. Et ça, c'est ce qui permet la diminution de volume, l'augmentation de pression. Alors, l'expiration. Le premier muscle important dans l'expiration, c'est les muscles abdominaux, ce sont les plus importants. Ils vont rétracter la paroi abdominale et augmentent la pression abdominale et en même temps, ils vont refouler le diaphragme et augmentent la pression pleurale. Ils vont contracter l'abdomen. Alors, lorsque l'abdomen se contracte, le diaphragme remonte au nez. Il va diminuer encore le volume de la cage thoracique et fait augmenter la pression, ce qui va donner l'expiration. On a les muscles intercostaux internes. Ils vont diminuer le diamètre antéro-postérieur et transverse. Il faut noter bien que les muscles inspiratoires
augmente le volume de la cage thoracique et diminue la pression. Et les muscles expiratoires, l'expiration c'est un phénomène passif et les muscles expiratoires vont augmenter la pression alors en diminuant le volume. Et merci.